ساعة ايوا بلا ما تكتب اساس كتب بحال كنظن ديال العمليه ديال ديك البنت اللي Alors, on a discuté la dernière fois le rôle du marketing. Donc, on a vu le point de vue de Jean-Jacques Lambin. À savoir l'organisation de l'échange volontaire et concurrentiel. Donc, on a vu que le marketing permet d'organiser l'échange. Ça veut dire que le marketing consiste à vendre bien sûr les biens qui ont été déjà fabriqués par la fonction production ou bien par l'entreprise. Cette vente ne se fait pas au hasard, donc il y a des opérations de transport, des opérations de stockage pour faire parvenir le produit du lieu de production jusqu'au lieu de consommation. Donc cette opération, on l'appelle l'organisation matérielle de l'échange. L'échange doit s'effectuer volontairement et dans un cadre concurrentiel, parce que s'il s'agit d'une situation par exemple de monopole, on n'a même pas besoin de pratiquer le marketing. Bien qu'on peut pratiquer certaines actions, mais on n'a pas besoin vraiment de pratiquer le marketing. La pratique du marketing, c'est justement pour augmenter la part de marché par rapport à la concurrence, pour augmenter la notoriété, c'est-à-dire le degré de connaissance du consommateur, de l'entreprise, bien sûr c'est par rapport à la concurrence, et l'intérêt du marketing ici, c'est dans le cadre d'un échange volontaire et concurrentiel. Donc ça, je le répète, c'est le point de vue de Jean-Jacques Lambin. Il y a le point de vue d'un autre auteur, c'est Philippe Kotler. On a déjà signalé cet auteur la dernière fois lorsqu'on a étudié la définition du marketing. Donc on a dit que c'est le père du marketing, c'est celui qui a écrit beaucoup d'ouvrages, etc., etc. Cet auteur présente le rôle du marketing en tant que régulateur de la demande. Il permet de réguler la demande. Donc ça, c'est un autre point de vue.
point de vue. Donc c'est un autre aspect. Ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit, ou bien avec le rôle présenté par Jean-Jacques Lambin, mais c'est complémentaire. Selon Philippe Kotler, le marketing régule le niveau, la répartition dans le temps et la nature de la demande. Il régule le niveau de la demande, la répartition dans le temps de la demande et la nature de la demande. On ne va pas détailler les choses. Ce qu'on peut dire, bien sûr, sur ce point-là, c'est que lorsqu'il permet de réguler le niveau de la demande. Réguler le niveau de la demande. Donc, le marketing permet d'agir sur la demande. Il permet d'agir sur la demande. Donc, lorsque, par exemple, parfois il y a une demande excessive, parfois il y a une demande très faible. Ça, c'est le niveau. Est-ce que le niveau est faible? Est-ce qu'il y a une demande excessive? Est-ce qu'il y a une demande normale? Donc, le marketing permet de réguler. La régulation, c'est quoi? C'est la correction. Réguler, c'est corriger. Réguler, c'est arbitrer. Réguler, c'est mettre en situation normale. Quelque chose qui est anormal, on va la remettre à sa situation normale. Donc, lorsqu'il y a une demande qui est faible, le marketing permet de stimuler la demande. Comment? À travers les faits, à travers la politique de prix, lorsque la demande est faible. Qu'est-ce qu'on fait pour les prix? On augmente les prix. On diminue, au contraire, on diminue les prix. Bien sûr, c'est dans le cas d'un bien normal. Je ne parle pas des exceptions. Parce que pour les biens de luxe, ça ne peut pas marcher. D'accord? Et même pour les biens de première nécessité, même si on diminue les prix, la demande ne va pas augmenter d'une façon considérable. Donc, je parle des biens normaux. Lorsque la demande est excessive, ça veut dire qu'il y a une forte demande. Comment on peut agir sur selon le point de vue marketing? On augmente le prix parce que dans le marketing, il y a ce qu'on appelle le marketing mix. Et dans le marketing mix, il y a la politique de prix. C'est une variable avec laquelle, ou bien sûr laquelle on peut agir pour réguler la demande. On peut agir sur toutes les variables du marketing pour réguler la demande. Pour réguler le niveau de la demande. Lorsqu'il y a absence de demande pour un bien, ça aussi c'est un niveau de la demande. Lorsqu'il y a absence, communication. est-ce que votre camarade a dit qu'on va abandonner le produit? Peut-être qu'on ne va pas abandonner le produit. On va créer la demande. Il faut créer la demande. Le marketing doit créer la demande. Comment créer la demande? Tout d'abord, il faut informer le consommateur. Peut-être que la demande est absente parce que le consommateur n'a pas pris conscience de l'existence du produit. Il ne sait pas que le produit existe. Donc il faut informer le consommateur à travers la politique de publicitaire ou bien la politique de communication. Donc on informe le consommateur sur l'existence du produit. Donc on va créer la demande. On va créer la demande à travers une politique de communication. Quoi encore? Créer la demande à travers la segmentation en distinguant par exemple un nouveau segment du marché. D'accord? Donc ça c'est le niveau de la demande. La répartition dans le temps de la demande. À un certain moment de l'année, la demande est très forte. Pendant les autres mois, la demande est très faible. Le marketing permet de réguler cette répartition pour qu'il n'y ait pas, bien sûr, une forte demande pendant certaines périodes et une demande très faible pendant d'autres. Donc, à travers la politique de distribution, on sait très bien que dans le cadre de la politique de distribution, il y a le stockage, il y a le transport. Donc, pour éviter
pour éviter cette répartition qui n'est pas équitable dans le temps. On cherche à stocker les marchandises pendant les périodes où il y a abondance du produit et les faire sortir et les vendre pendant les périodes où il y a absence de ce produit. Dans ce cas-là, le marketing, à travers sa politique de distribution, notamment à travers la fonction du stockage, permet de répartir la demande sur toutes les périodes de l'année. D'ailleurs, c'est ce qui se fait actuellement, parce qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Si on prend le cas des fruits et légumes, il y avait certains fruits et légumes pendant une période de l'année. Maintenant, si on cherche n'importe quel fruit ou n'importe quel type de légumes, on les trouve durant toute l'année. Donc ça, c'est grâce à la politique de distribution qui est un élément du marketing. D'accord? Alors la répartition ou bien la régulation de la nature de la demande, ça rejoint bien sûr la nature de la demande, ça rejoint un peu le niveau de la demande. Lorsqu'on parle d'un niveau élevé, d'un niveau bas, la nature de la demande, ça peut bien sûr, ça peut désigner la même chose. Est-ce que c'est une demande excessive? Est-ce que c'est une demande très faible? Est-ce que c'est une demande moyenne? Ou bien c'est une demande ou bien absence de demande. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut retenir, on ne va pas entrer dans les détails, ce qu'il faut retenir, c'est que le marketing est un régulateur de la demande du point de vue de Kotler. Donc on a vu le premier point de vue, c'est celui de Lambert, l'organisation matérielle de l'échange volontaire et concurrentiel à travers l'organisation de la distribution et l'organisation de la communication. Et maintenant, la régulation de la demande, ou bien la répartition. On cherche une bonne répartition, une répartition équitable de la demande en termes de temps et en termes d'espace, en termes de nature, la nature de la demande. Et dans ce cadre-là, on peut parler de plusieurs types de marketing. L'anti-marketing, lorsque la demande est indésirable, on ne désire pas certaines demandes, par exemple la demande pour des produits nocifs à la santé du consommateur. Dans ce cas-là, l'exemple des produits, tout ce qui fait partie du tabac et ça. Donc on cherche à pratiquer, si vous voulez, l'anti-marketing en signalant par exemple sur le produit que la consommation de ce produit peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. La diffusion de certaines publicités dans ce sens-là. D'accord? Dans ce cas-là, on parle de l'anti-marketing. On peut pratiquer l'anti-marketing pour les produits qui portent atteinte à la santé du consommateur. Troisième rôle du marketing, c'est un facteur, ou bien c'est le point de vue de trois auteurs qui s'appellent Landreville, Lindon et Lévy. Landreville, le premier auteur Landreville, le deuxième Lindon, le troisième c'est Lévy. Pour ces trois auteurs, le marketing est un facteur de démocratie économique. C'est le dernier point de vue, c'est-à-dire ce point de vue est apparu pendant les années 2000 dans leur ouvrage qui est disponible à la bibliothèque qui s'appelle Mercator, la dernière édition. Mercator. Merca, T-O-R, Mercator. Dans cette dernière édition, ces trois auteurs présentent le rôle du marketing comme étant un rôle de démocratie économique, parce que le marketing, selon le point de vue de ces auteurs, assure ou bien il est un facteur de cette démocratie. Pourquoi? Parce qu'il donne la parole aux clients, parce qu'il oriente les investissements en fonction des besoins, parce qu'il permet le respect de la diversité des besoins et désirs par la segmentation des marchés,
et parce qu'il stimule l'innovation et les activités entrepreneuriales. Donc je répète, donner la parole aux clients, orienter les investissements en fonction des besoins. Troisièmement, respecter la diversité des besoins et désirs par la segmentation du marché. Et quatrièmement, stimuler l'innovation et les activités entrepreneuriales. S'il vous plaît, pour éviter l'encombrement, essayez de respecter vos groupes. J'ai constaté que le groupe du vendredi de 8h à 10, c'est un groupe qui est un peu allégé. Donc les gens qui appartiennent au groupe de 8 à 10 doivent venir le jour même. D'accord? Pour éviter l'encombrement, parce qu'il y a des gens qui sont au fond, qui n'arrivent pas à s'asseoir. Alors que le vendredi matin, il y a des places. D'accord? Il ne faut pas... On parle maintenant de la régulation de la demande. Il faut participer à la régulation, même au niveau du cours. La régulation, bien sûr, de la présence. Réguler au niveau de la présence. Donc, j'ai dit que le marketing a pour rôle, ou bien il est considéré comme un facteur de démocratie économique. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il donne la parole au client. On a dit que le marketing donne la priorité au client. Ou bien avoir un état d'esprit marketing, c'est donner l'importance au client, c'est le considérer comme étant un roi, c'est l'écouter et lui donner la priorité. D'accord? C'est le client qui va émettre ses choix, ses préférences, et c'est lui qui dicte les directives sur lesquelles l'entreprise va agir. Bien, les directives qui vont être suivies par l'entreprise. D'accord? Donc, le fait que le marketing donne la parole au client, parce que même au niveau de la définition du marketing, il y a ça, il y a l'importance qui est donnée au client. Même au niveau de la démarche, on a la première phase du marketing qui consiste à étudier le consommateur et étudier son comportement. Donc on donne vraiment importance au client. Et puisque tout le monde est client, donc tout le monde va bénéficier de ça, et donc c'est un facteur de démocratie économique. La liberté de parler du client divulgue à toute la liberté pour exprimer ses choix, pour exprimer ses besoins, pour exprimer ses attentes, et donc c'est un facteur de démocratie économique. Deuxièmement, le marketing oriente les investissements en fonction des besoins. Ça veut dire que cette discipline cherche à ne produire que ce qui est demandé par le consommateur. Bien sûr, on a parlé de ça la dernière fois. Pourquoi produire tout ce qui est demandé par le consommateur et uniquement ce qui est demandé par le consommateur? Pour éviter les problèmes de stockage. Pourquoi des produits qui ne sont pas demandés par le consommateur vont rester au niveau du stock? Ça sera une perte pour l'entreprise parce qu'elle ne va pas les vendre. Ce n'est pas demandé par le consommateur. Donc, l'entreprise rationalise même sa production à travers le marketing. Donc, il oriente l'entreprise investit dans les domaines stratégiques et dans les domaines qui sont demandés par le consommateur. Donc, le marketing oriente les investissements en fonction des besoins. Ce qui est demandé par le consommateur va être produit, parce que le marketing
à travers l'étude du marché et à travers l'étude du comportement des consommateurs, désigne et spécifie les produits qui vont être, qui sont demandés, il va les communiquer vers l'entreprise, vu que c'est une fonction d'interface entre le marché et l'entreprise. Donc il va communiquer ça à la fonction de production et le réaliser, de produire que les produits qui sont demandés par ce consommateur. Donc il joue ici le rôle d'orientation des investissements en fonction des besoins. Et le fait de réaliser ces deuxième condition, ça veut dire que c'est un facteur de démocratie économique. Le fait de produire tout ce qui est demandé pour éviter bien sûr la production abondante et inutile. D'accord? Troisième élément, le fait de respecter la diversité des besoins éligibles par la segmentation du marché. Ça, c'est un respect pour le consommateur. Pourquoi la segmentation? Pourquoi le marketing se fonde sur la segmentation? Le marketing est fondé sur la division du marché en des groupes en fonction des besoins. Pourquoi faire? C'est ça, pour mieux satisfaire la clientèle. Pourquoi on segmente pour mieux satisfaire la clientèle? Pour répondre à tous les types de besoins. C'est-à-dire les gens, si on prend par exemple les couleurs, on produit toutes les couleurs qui sont demandées, pas toutes les couleurs en général, mais uniquement les couleurs qui sont demandées de toutes les couleurs, en respectant les goûts et la diversité des demandes de tous les consommateurs. Donc ça aussi, ça fait partie d'une certaine rationalité et ça permet de respecter le consommateur. Pourquoi le consommateur qui préfère la couleur rouge, lorsqu'il s'adresse au marché, il ne trouve pas la couleur? Non. Pourquoi? Ça ne doit pas être le cas. Donc il faut satisfaire tous les besoins et tous les désirs du consommateur. Et donc il faut chercher de la meilleure façon, à les satisfaire de la meilleure façon possible. D'accord? Et ça, c'est le respect de la diversité, c'est un facteur de démocratie économique. Respecter la diversité, c'est un facteur de démocratie économique. Finalement, le marketing stimule l'innovation et les activités entrepreneuriales. On va étudier dans le cadre de la politique, surtout la politique de produits, on va étudier les nouveaux produits. Parce que le marketing stimule l'innovation. Comment il stimule l'innovation? Le fait qu'il pousse à la satisfaction de tous les besoins du consommateur, les besoins et désirs du consommateur, le fait qu'il pousse non seulement à la satisfaction, mais à la stimulation. Vous vous rappelez de la définition qu'on a donnée du marketing? C'est une discipline qui cherche à stimuler, innover et éveiller les besoins et désirs. Ce n'est pas uniquement satisfaire, mais stimuler et prévoir. La prévision, comment elle est faite? Elle est faite à travers l'innovation, proposer aux consommateurs des solutions pour satisfaire ses désirs. Peut-être qu'il y a un désir latent, il y a un besoin qui est latent, il faut le détecter. Comment on le détecte? On le détecte en proposant un produit qui va satisfaire ce besoin. Donc, ça stimule l'innovation. Le marketing repose sur l'innovation parce qu'il s'agit toujours de renouveler les besoins. Et pour renouveler les besoins et les désirs, il faut proposer des solutions, de nouvelles solutions. Ces nouvelles solutions constituent des nouveautés. Donc il y a toujours, dans le cadre à l'intérieur de la fonction marketing, il y a toujours une fonction recherche et développement ou bien un service innovation qui travaille sur l'innovation au niveau des produits, l'innovation au niveau de l'emballage, au niveau de la marque, au niveau du design
etc., etc. Donc, le marketing stimule l'innovation et les activités entrepreneuriales. Ça veut dire les activités entrepreneuriales, c'est l'investissement, donc il dirige l'investissement en se basant sur l'innovation. Auparavant, l'activité de création, par exemple, de logiciels n'existait pas. Maintenant, elle existe. Comment elle est venue? C'est à travers l'innovation et recherche et développement dans le domaine du marketing et donc surtout pour satisfaire, pour répondre aux besoins et désirs du consommateur. Et l'innovation ne s'arrête pas, comme la discipline marketing ne s'arrête pas, ça continue. On va voir à travers l'évolution. Donc il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses nouvelles et il y a toujours la prise en considération de l'évolution. Par exemple, lorsqu'on a vu l'apparition du développement durable, lorsque tout le monde commençait à parler du développement durable, protection de l'environnement, etc., on a vu, au niveau marketing, on a vu l'apparition du marketing durable. D'accord? Donc on prend en considération les nouveautés qui surviennent au niveau de l'environnement. Donc c'est ça la justification de ces trois auteurs, Landreville, Adam et Lévy. Comment ils justifient que le marketing a pour rôle d'assurer la démocratie économique, et c'est un facteur de démocratie économique. C'est à travers, bien sûr, les quatre éléments, à travers la liberté de la parole qui est donnée aux clients, à travers l'orientation des investissements en fonction des besoins, à travers le respect de la diversité des besoins et désirs par la segmentation du marché, et à travers la stimulation de l'innovation. Terminer avec le rôle du marketing, et on passe à, si vous voulez, un historique sur, quelques éléments historiques sur le marketing, à savoir l'apparition et son évolution. Comment on est arrivé à un marketing, ou bien à une approche marketing. Je sais très bien que ce n'est pas visible pour les gens qui se situent au fond, c'est petit, mais je n'ai pas prévu que le truc sera global, donc on s'est limité à celui-là qui a une projection très réduite et très petite. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que avant d'arriver à l'optique marketing, c'est-à-dire à l'approche marketing, ou bien à l'apparition du marketing, on est passé par deux optiques. Donc il y a l'optique production et il y a l'optique vente. Par la suite, il y a l'optique marketing. Et après l'optique marketing, il y avait des développements. L'optique marketing sociétal, l'optique marketing stratégique, jusqu'à l'approche la plus récente, bien la période la plus récente, c'est l'optique marketing holistique. Alors, l'optique production. L'optique production, c'est une approche centrée sur le produit et la production. C'est une approche centrée sur le produit et la production. Tous les produits fabriqués sont vendus. On va expliquer tout d'abord, je vous lis ce qui est écrit. Donc l'approche centrée sur le produit et la production. Tous les produits fabriqués sont vendus. C'est une période pendant laquelle la demande était supérieure à l'offre, strictement supérieure à l'offre. Et on parlait à cette époque-là de l'économie de production. Parce que le principal problème de l'entreprise était de savoir bien produire. Savoir bien produire.
Ensuite, c'est l'optique vente. Donc cette approche était avant 1929. Ce qu'il faut ajouter ici, je crois que ça a été supprimé par erreur. Au niveau de notre production, c'est avant 1929. Avant 1929. L'optique qui est apparu, il a duré avant 1929. D'accord? L'optique vente en 1930 et 1950. C'est une approche centrée sur la vente. L'offre est à peu près égale à la demande. L'offre à peu près égale à la demande. C'est l'optique vente. Et durant cette période, on a parlé des économies de distribution, où le problème est de savoir comment vendre les produits. Donc je vais expliquer, je sais, je l'ai déjà signalé. Celui-là est tombé en panne, vous l'avez déjà vu, donc c'était très flou. Et on dépanne avec ce truc. C'est juste les gens qui sont devant qui voient. Donc je répète. Je répète, pour l'optique production, pour les, vous avez le support. Donc dans le support, il y a le prix, il y a le... Pardon? Je ne me rappelle pas de la page. 31. 30 et 31. Les pages 30 et 31. Alors, pour l'optique production, on va expliquer. L'optique production, c'est une optique qui a caractérisé. L'optique production, c'est une optique qui a caractérisé la période d'avant 1929. Avant 1929, le seul souci, s'il vous plaît, le seul souci des entreprises était quoi avant 1929? Avant 1929, avant la révolution industrielle, le seul souci des entreprises était de produire. Pourquoi? Parce que la demande était supérieure. Alors, la demande était supérieure à l'offre. Donc, les entreprises n'avaient pas les capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande. Donc, il y avait une période de pénurie. Les biens sont rares. Les produits sont... Il n'y a pas assez de produits pour satisfaire tout le monde. Parce que la demande était supérieure à l'offre. Et pourquoi la demande était supérieure à l'offre? Parce que les entreprises n'avaient pas les capacités nécessaires pour satisfaire toute la demande qui s'exprime sur le marché. D'accord? Alors là, tous les produits qui ont été fabriqués étaient automatiquement vendus. L'entreprise savait d'avance qu'à chaque fois qu'il va fabriquer une quantité, ça sera vendu. Donc, parce que le consommateur cherche le produit. Donc, le consommateur n'avait pas la possibilité de choisir entre les produits. Parce qu'il y a, tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Et la capacité de production de l'ensemble des entreprises qui existent sur le marché est insuffisante pour satisfaire la demande. Donc, le seul souci des entreprises était comment augmenter cette capacité de production pour satisfaire une demande qui est très élevée. Puisque le souci, c'était un souci de la production, on appelait cette époque, ou bien l'économie de cette époque, était une économie de production. Tout le monde pensait à comment produire pour satisfaire la demande. Donc le consommateur s'estimait heureux lorsqu'il trouve le produit, ou bien lorsqu'il trouvait le produit.
les consommateurs s'adressent pour acheter le produit, ils le trouvent. Dans ce cas-là, le consommateur ne pouvait même pas trouver le produit. Alors on ne peut pas penser au choix. C'est-à-dire qu'il peut choisir entre les produits. Parce que la possibilité du choix apparaît lorsqu'il y a plusieurs offres, lorsque l'offre dépasse la demande. C'est à ce moment-là que le consommateur commence à choisir entre les différents produits. Mais puisque la production, bien les produits, les entreprises n'arrivent même pas à satisfaire la demande, donc on ne peut pas parler de choix, on ne peut pas parler de marketing. Donc c'est une optique production. Avec la révolution, parce que les entreprises ne vont pas rester les bras croisés face à ce phénomène, l'insuffisance de capacité de production. D'accord? S'il vous plaît, je vous demande de m'excuser une minute. Alors, les entreprises, j'ai dit que les entreprises ne vont pas rester les bras croisés face à ce phénomène de l'excès de la demande sur l'offre. Bien sûr, chaque entreprise s'est efforcée pour trouver les moyens pour augmenter sa capacité de production. Et de là, il y avait aussi la révolution industrielle qui a favorisé la production de masse. La production de masse, d'accord? Et les entreprises commençaient à produire en grande quantité pour satisfaire cette demande qui est très très importante. À partir des années 30, la capacité de production des entreprises a augmenté, la production a augmenté et donc l'offre a égalisé, a presque égalisé la demande. Et lorsqu'on parle d'une offre qui est égale à la demande ou bien presque égale à la demande, c'est à ce moment-là où le consommateur commence à trouver le produit, il commence même à choisir entre les différents produits. Le consommateur, quand il s'adressait par exemple au marché, il trouve 3 ou 4 marques pour la même catégorie de produits. Donc il pouvait choisir. D'accord? À ce moment-là, apparaissait un autre problème. Ce n'est pas de production, mais la vente. Comment vendre? Parce que les entreprises se trouvaient à force de produire. Ils ont augmenté la capacité de production, ils ont satisfait la demande et même ils se retrouvaient avec des stocks. Avec des stocks qui ne peuvent pas être vendus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc, elles pensaient à réfléchir, ou bien elles ont réfléchi sur une méthode pour vendre ces produits ou l'apparition des techniques de vente. Et l'apparition des techniques de vente, c'est celle qui a bien sûr conduit à la nomination de cette optique, l'optique vente. L'optique vente, bien sûr, dans laquelle, et en cours de laquelle, l'objectif essentiel de l'entreprise était de comment vendre les produits. Le souci de l'entreprise maintenant n'est plus la production, parce qu'elle a réalisé la production, mais comment vendre ces produits, donc c'est l'optique vente. Et on a appelé cette époque-là, l'époque de 1930 jusqu'à 1950, l'économie de distribution. L'économie de distribution, là où le problème était de savoir vendre, comment vendre le produit, parce que le consommateur commence à choisir entre les différentes marques, et donc il n'achète que ce qui correspond à ses attentes et à ses désirs, d'accord? Il laisse les autres catégories de produits. Donc il y avait un problème de stock, et comment écouler ce stock, c'était la question à laquelle pensait la majorité des entreprises à cette époque-là. Donc on a qualifié cette époque de l'optique vente, parce qu'il fallait développer des techniques de vente pour pouvoir vendre le produit. Donc il s'est avéré que l'apparition des techniques de vente n'a pas résolu le problème. Pourquoi? Parce que c'était des techniques de vente, parfois ça réussit, parfois ça conduit à l'échec. Parfois, les techniques de vente, bien sûr, elles ont des retombées surtout à court terme.
Donc ils ne peuvent pas assurer les ventes à long terme. Il s'agit de convaincre les consommateurs à acheter le produit à un moment donné. Une fois il achète le produit, mais par la suite, il ne vient pas pour réacheter parce qu'il n'est pas, bien sûr, satisfait parce que le produit ne l'intéresse pas. D'accord? Donc à l'époque, c'était une solution de court terme pour résoudre le problème de court terme. Mais il fallait réfléchir sur une solution de long terme pour ne pas tomber dans la même situation, le problème des stocks. Parce que maintenant, les capacités de production augmentent de plus en plus à partir de la révolution industrielle. Les capacités de production ont augmenté chaque année, elles augmentent encore plus. Donc il fallait les techniques de vente, c'est des techniques occasionnelles, c'est-à-dire qui assurent le résultat à un moment donné. Donc il fallait penser sur une solution adéquate et une solution qui assure l'adéquation entre l'offre et la demande à long terme. D'où l'apparition de l'optique marketing, selon laquelle la nouveauté du marketing, c'est qu'il ne faut produire que ce qui est demandé par le consommateur pour éviter le problème de stockage ou bien des stocks abondants. Il ne faut produire que ce qui est demandé par le consommateur. Donc il faut étudier les besoins et les désirs du consommateur et il faut produire en fonction de ces besoins et ces désirs du consommateur. Et c'était ça l'idée du marketing, et l'apparition du marketing, c'était à cette époque-là. Parce que cette idée, c'est une idée du marketing. D'ailleurs, c'est sur laquelle on pose la définition du marketing. Et on a commencé à parler, à partir de 1950, on a commencé à appliquer le marketing. Bien sûr, l'apparition au niveau théorique, c'était avant 1950, on a commencé à parler sur ces idées-là. À partir des années 40, 30, même 30, on a suggéré ça comme solution aux problèmes posés dans le cadre de l'optique production et l'optique vente, surtout l'optique vente. Mais l'application du marketing, de l'optique marketing, c'était à partir de 1958. Moyenne ou bien mauvaise. Ça, c'est une stimulation, ça fait partie des techniques de vente, mais ça ne peut pas marcher tout le temps. C'est uniquement à un moment donné. On peut écouler un stock à travers les techniques de vente, mais on ne peut pas l'écouler chaque année. Chaque année, écouler un stock à travers les techniques de vente. Donc, il faut aller réfléchir sur une solution radicale, et cette solution, c'était de produire tout ce qui est demandé par les consommateurs. C'était la solution qui était conçue dans le cadre de l'optique marketing. Donc la troisième optique, c'est l'optique marketing. Depuis 1950, c'est une approche centrée sur la satisfaction des besoins des consommateurs. La demande était inférieure à l'offre. On parlait de l'économie de marché, où le problème est de savoir que produire pour satisfaire au mieux le consommateur. Donc, lorsqu'on a commencé à produire en fonction des besoins du consommateur, ça, c'est une approche qui est basée sur la satisfaction des besoins du consommateur. Lorsqu'on produit en fonction des besoins du consommateur, ça veut dire qu'on cherche à le satisfaire. Donc l'approche de l'optique marketing est centrée sur la satisfaction des besoins du consommateur. Et pendant cette époque-là, c'est-à-dire depuis 1950, on a commencé à parler de l'économie de marché. L'économie de marché. Ça veut dire que le souci des entreprises,
c'est de savoir qu'est-ce qu'elles vont produire pour satisfaire au mieux le consommateur. Qu'est-ce qu'elles vont produire? C'est pas la quantité. Quel est le bien qui va être produit pour satisfaire le consommateur? D'accord? C'est ça l'optique marketing. Et il faut noter que à partir de l'optique marketing, toujours on signale une demande qui est inférieure à l'offre. L'offre est toujours supérieure à la demande. Et ça, c'est la signification d'un environnement concurrentiel. Il y a plusieurs offres face à des demandeurs. Plusieurs demandeurs, mais dont le nombre est inférieur au nombre d'offres. Comme ça, le consommateur aura le choix entre les différents opérateurs sur le marché. Donc, plusieurs offres face à des demandeurs. On parlait de l'économie de marché. L'économie de marché, ça veut dire que le problème n'est plus la production, augmenter les capacités de production, n'est plus la vente, comment vendre les produits, mais la production d'un bien qui permet de satisfaire le consommateur. Donc, à une condition, c'est la production, mais à la condition de satisfaire le consommateur. Et ça, c'était l'optique marketing. À partir des années 80, on a commencé à parler d'une autre optique, toujours dans le cadre de l'optique marketing. C'est l'extension de l'optique marketing. C'est l'optique marketing sociétale. C'est pas social, sociétal. L'optique marketing sociétale. Ça veut dire l'approche marketing qui va prendre en considération l'aspect environnemental et social. Donc l'apparition c'était à partir des années 80. C'est une approche centrée sur la satisfaction du client et le bien-être à long terme du consommateur et de la société dans son ensemble. Toujours la présence d'une demande qui est inférieure à l'offre. À chaque fois que vous référez au marketing, à chaque fois que vous parlez du marketing, vous parlez d'une situation concurrentielle. Et à chaque fois qu'on parle d'une situation concurrentielle, ça veut dire toujours que l'offre est supérieure à la demande. C'est bon? Même s'il s'agit de l'optique marketing sociétale. Donc l'optique marketing sociétale, la demande inférieure à l'offre, ou bien l'offre supérieure à la demande. On parlait à cette époque-là de l'économie de l'environnement, savoir si l'organisation a le droit de vendre et dans quelles conditions. Donc à cette époque-là, on a commencé à parler des retombées du marketing et de la production sur l'environnement et sur la société. Ça veut dire qu'on a intégré des préoccupations relatives à l'environnement et au développement durable dans le cadre du marketing. Donc on a commencé à parler du bien-être, pas uniquement du bien-être du consommateur, mais son bien-être lui, son bien-être à long terme, et le bien-être de toute la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon l'approche sociétale, est-ce qu'il faut satisfaire le consommateur au niveau de tous ses désirs et ses besoins? Non. Uniquement les besoins et les désirs qui vont avec son bien-être et le bien-être de la société à long terme. Ça veut dire si le consommateur demande un produit selon l'approche, je dis selon l'approche marketing sociétale. Si le consommateur demande un produit qui va nuire à sa santé, il ne faut pas le produire. Je dis que selon le marketing, selon l'optique marketing sociétale. Ça veut dire actuellement, si le consommateur demande un produit qui va remettre en cause sa santé ou bien la santé des générations
futur et de toute la société, il ne faut pas le produire. Les entreprises qui produisent des produits polluants, qui polluent l'environnement. Ça, ça ne rentre pas dans l'objectif marketing social. Ce n'est pas l'objectif du marketing social. Les entreprises, par exemple, fabriquent des cigarettes. Ce n'est pas l'objectif marketing sociétal, parce que ça nuit à la santé du consommateur. Donc on a vu l'apparition de cette optique marketing sociétal à partir des années 80. Mais ça ne signifie pas que cette optique a été appliquée par toutes les entreprises. Non. Il y a des entreprises qui l'ont appliquée, et il y a la majorité ne l'ont pas appliquée. Elles continuaient à travailler dans le cadre de l'optique marketing. Comme par exemple les entreprises de cigarettes, les entreprises dont les produits peuvent porter atteinte soit à l'environnement. Par exemple, les cimenteries, c'est des entreprises polluantes. Elles ne travaillent pas dans le cadre de l'optique marketing. Marketing sociétal. Elles travaillent dans le cadre de l'optique marketing. Bien sûr, vers les années 90, on a vu l'apparition d'une autre optique, c'est l'optique marketing stratégique. Parce qu'à cette époque-là, le phénomène de mode, c'était la stratégie. Tout le monde parlait de la stratégie. Toutes les entreprises, comme si actuellement on parle de la responsabilité sociale des entreprises, la mode actuellement c'est quoi? C'est l'écologie, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, le respect des codes du travail, etc., etc. Pendant les années 90, c'était la stratégie. Tout le monde, toutes les entreprises parlaient de la stratégie. Comment élaborer une stratégie, comment faire des stratégies. Les stratégies étaient distribuées partout dans tous les domaines. Il faut des stratégies pour la production, des stratégies pour les ressources humaines, des stratégies pour la comptabilité, des stratégies comme le terme stratégie existait ou bien s'est répandu dans toutes les disciplines. Et le marketing a suivi la mode. D'où l'apparition de l'optique marketing stratégique. L'optique marketing stratégique. Donc les caractéristiques sont les suivantes. Donc l'apparition c'est vers les années 90. Lorsque la demande était inférieure à l'offre, au moment où le marketing était considéré comme un élément essentiel de la stratégie d'entreprise. À cette époque-là, on a considéré le marketing comme élément essentiel à la stratégie, ou bien comme un élément de la stratégie d'entreprise. Et on a parlé du marketing stratégique. D'ailleurs, la démarche marketing est composée par trois phases. La phase de marketing d'études, marketing stratégique et marketing opérationnel. Donc le marketing stratégique, c'est une étape de la démarche marketing. Donc il y a la vision à long terme lorsqu'on parle de la stratégie. S'il vous plaît, lorsqu'on parle, s'il vous plaît, je vous ai supplié la dernière fois pour ce phénomène de bruit. Je vous ai dit que les gens qui viennent ici juste pour prendre les notes peuvent rester chez eux. Si vous n'êtes pas intéressé par l'explication, vous pouvez rester chez vous. Il y a le support et vous pouvez travailler tranquillement, je le répète, vous pouvez faire du bien à vous-même et aux autres. Et vous pouvez même économiser sur le plan du transport, sur le plan du temps, etc. etc. Donc si vous êtes ici, c'est juste pour l'explication. Parce que les notes, vous les avez au niveau du petit livre. Vous avez les notes et les explications et tout. Je répète, donc pour l'optique marketing stratégique,
optique. Bien sûr, toujours la demande est inférieure à l'offre. Dès que vous trouvez marketing, ça veut dire la demande inférieure à l'offre. L'offre supérieure à la demande. L'apparition, c'est vers les années 90. Une période caractérisée par le phénomène de mode de stratégie. Ça veut dire la stratégie était à la mode. Et le marketing était considéré comme un élément de la stratégie de l'entreprise. Et toutes les entreprises avaient comme problématique ou bien comme souci comment, puisqu'on parle de la stratégie, on sait très bien que c'est à long terme. Toutes les entreprises à cette époque-là se souciaient de leur image de marque ou bien de leur positionnement à long terme sur le marché. Lorsque je dis positionnement, c'est par rapport à la concurrence. Comment elle se positionne à long terme vis-à-vis de l'environnement et en particulier vis-à-vis du consommateur et de la concurrence. Comment le consommateur voit l'entreprise sur une période très longue. Parce qu'on parle de la stratégie. La stratégie, ça concerne le long terme. Ce n'est pas le court terme. Et c'est le gain réalisé à long terme qui est le plus consistant. Parce que un gain réalisé à long terme, ce n'est pas tellement significatif par rapport à un gain qui est réalisé à long terme. Donc à cette époque-là, c'était l'époque de l'optique marketing stratégique. Parce qu'on se souciait des problématiques à long terme, notamment la problématique du positionnement de l'entreprise dans l'esprit du consommateur par rapport à la concurrence. Il faut noter que cette optique marketing stratégique est parfois négligée par certains auteurs. C'est-à-dire, en examinant certains ouvrages, vous pouvez trouver toutes les optiques sauf l'optique marketing stratégique. Cette optique est souvent négligée par les auteurs. Rares sont les auteurs qui la prennent en considération. Philippe Kotler ne parle pas de l'optique marketing stratégique. Parce qu'il considère il ne la considère pas comme optique parce qu'il la considère comme phénomène de mode. Bien sûr, une transition par laquelle on est passé, et donc ce n'est pas la peine de la signaler comme optique. Mais par contre, d'autres auteurs la prennent en considération et la considèrent comme une optique du marketing. Alors, après l'optique de marketing stratégique, il nous reste les années 2000. Pendant les années 2000, on a vu l'émergence de l'approche, ou bien l'optique marketing holiste. Ça veut dire quoi holiste? Pardon? Rapport avec les nouvelles technologies. Oui, si vous voulez, mais ce n'est pas uniquement avec les nouvelles technologies, mais surtout le terme, qu'est-ce qu'il signifie? Holiste, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, un petit silence. Non, je parle du terme. Abstraction faite de son utilisation ici. Le terme holiste, qu'est-ce que ça veut dire? Holiste, H-O-L-I-S-T-E. Ça veut dire quoi? Quelle est sa signification au niveau du dictionnaire? Qu'est-ce qu'on désigne par le terme holiste? C'est bizarre, vous utilisez vos téléphones mobiles pour les chansons, pour consulter Google sur les marques et sur les achats, etc. Vous ne pouvez pas consulter sur la signification d'un terme.
dictionnaire. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Une approche globale, oui. Quoi encore? Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous qui cherchez? Vous cherchez le terme ou non? Vous cherchez autre chose? Alors, holiste, ça veut dire une approche globale et qui est composée de plusieurs éléments. C'est ça ce que signifie holiste. Une approche intégratrice, une approche globale qui intègre plusieurs éléments. D'accord? Les années 2000 étaient caractérisées par l'émergence de plusieurs aspects. On a vu l'apparition de ce qu'on a appelé le marketing relationnel, surtout dans les services. On a vu l'apparition de l'approche relationnelle. Ça veut dire pour mieux satisfaire le consommateur, il faut établir avec ce dernier une relation durable. Donc on ne va pas se contenter d'une relation superficielle, mais il faut instaurer avec lui une relation durable. D'accord? Les années 2000 étaient caractérisées aussi par une utilisation massive du marketing et dans tous les domaines. On parle actuellement du marketing des ressources humaines. Il y a des auteurs qui parlent de la pratique du marketing, non seulement vis-à-vis du client, mais il faut pratiquer du marketing même à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le marketing interne, ou bien marketing des ressources humaines. D'accord? Et aussi l'émergence de la responsabilité sociale. La responsabilité sociale. Ça veut dire que toute entreprise doit être socialement responsable, ça veut dire participer au développement économique et social, respecter ses employés, respecter le code du travail, c'est-à-dire ne pas employer les gens plus d'un certain nombre d'heures, il faut les payer correctement en respectant le SMIC, etc. Ça c'est de la responsabilité sociale. L'entreprise doit participer au développement économique et social de l'environnement là où il se situe. Ça aussi, c'est la responsabilité sociale. Non seulement elle doit être responsable socialement, mais aussi elle doit être responsable vis-à-vis de l'environnement. Elle doit protéger son environnement, elle ne doit pas polluer son environnement. Et tout ça, c'est dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale. D'accord? La responsabilité sociale et environnementale. Donc tous ces éléments-là, qui sont apparus pendant les années 2000, ont eu une influence sur le marketing, parce que le marketing, c'est une discipline qui prend en considération les nouveautés de l'environnement. Les nouvelles variables de l'environnement sont intégrées au niveau du marketing. Donc, on parle d'un marketing qui va intégrer tous ces éléments nouveaux, qui va intégrer le relationnel, qui va intégrer le développement du marketing au niveau de tous les services de l'entreprise, qui va intégrer, bien sûr, qui va intégrer la responsabilité sociale, qui va intégrer la responsabilité environnementale. Donc on parle d'une optique marketing holiste. Ça veut dire un marketing qui englobe tous ces éléments-là. Donc, un marketing relationnel. Le marketing holiste est un marketing relationnel tout d'abord. Pourquoi? Parce qu'il vise à construire des relations durables avec les autres acteurs du marché. Non seulement avec les clients, mais même avec, surtout avec les clients, même avec les fournisseurs, avec l'État, avec la concurrence, etc. Il doit laisser une bonne image de marque. Et surtout avec le client.
Donc on ne cherche pas maintenant à satisfaire les clients en produisant un produit qui correspond à ses besoins et à ses désirs, mais on cherche à établir avec lui une relation, une bonne relation, une relation durable. Donc on parle d'un marketing relationnel. Le marketing holistique est un marketing intégré, c'est-à-dire qu'il doit être intégré au niveau de tous les aspects. On ne doit pas élaborer un marketing stratégique qui n'a rien à voir avec le marketing d'études et un marketing opérationnel qui est différent du marketing stratégique. Non, les actions marketing doivent être intégrées. Ça veut dire qu'on doit élaborer un marketing mix en fonction de la stratégie marketing qui a été élaborée. On doit élaborer une stratégie marketing en fonction du marketing d'études, des informations collectées. Donc les actions marketing doivent être intégrées. L'action sur la communication ne doit pas être à l'est et l'action sur la distribution à l'ouest. Donc ça doit être cohérent. Il doit y avoir une cohérence entre toutes les actions marketing. Et un marketing omniprésent, ça veut dire qu'il doit être appliqué sur tous les niveaux. Un marketing interne et un marketing externe. Un marketing interne vis-à-vis des employés pour qu'ils acceptent bien sûr l'esprit marketing et pour qu'ils soient satisfaits. Parce qu'une personne est satisfaite, c'est un client satisfait. Lorsqu'on satisfait le personnel, on satisfait automatiquement les clients. Parce que le personnel est en contact avec le client, surtout dans les services. Et le marketing holistique est un marketing socialement responsable. L'entreprise ou bien la fonction marketing est socialement responsable parce qu'elle doit intégrer la responsabilité sociale dans les actions marketing. Et vous constatez qu'actuellement, plusieurs entreprises aident au développement économique et social. Elles participent dans des projets, par exemple, certaines banques aident les jeunes promoteurs, aident les jeunes peintres au niveau artistique. Ça, c'est le fait d'être responsable, de montrer aux gens qu'on est responsable, on est socialement responsable. Lorsque, par exemple, Tijari Mokaron organise des expositions pour des jeunes peintres, c'est-à-dire les peintres, la peinture, ceux qui dessinent et qui font des tableaux, elle va organiser une exposition. Elle aide ces jeunes pour exposer leurs travaux. Donc elle aide au développement économique et social. Lorsque, par exemple, la Banque populaire a une fondation qui aide les gens démunis, ça aussi, ça fait partie de la responsabilité sociale. Lorsque des entreprises comme les cimenteries, par exemple, organisent un transport gratuit pour les enfants de leurs employés, ça aussi, ça montre qu'il est socialement responsable. Donc, elle aide au développement économique et social et au encourage. Lorsqu'elle plante la cimenterie, par exemple, la vache, a planté des oliviers sur un certain nombre d'hectares, ça veut dire qu'elle s'occupe de l'environnement, la responsabilité environnementale, même si on dit qu'elle est polluante, elle s'occupe bien sûr pour bien sûr améliorer l'image de l'entreprise. Donc le marketing holistique, bien l'anti-marketing holistique, et on se donne un certain nombre de variables. Comme vous l'avez constaté, les autres optiques englobaient une seule variable. L'anti-marketing holistique englobe plusieurs variables, c'est pour cela qu'il a été appelé holistique, parce que c'est global, intégratrice qui englobe plusieurs éléments. On a terminé avec l'apparition du marketing. On va examiner quelques concepts avant de partir, notamment la notion de besoin et désir. Alors le besoin, je crois que vous n'avez pas de problème avec le besoin. Vous l'avez déjà défini en économie.
C'est bien ça. ما عطاوش الصراحه Donc, si vous voulez noter la هذه définition, ضروري كيديروا c'est un sentiment de privation, de manque et de tension physiologique et psychologique que l'individu cherche à satisfaire en se procurant les biens indispensables à son يعني ما bien-être. يعطيوهاش ما يعطيوهاش الضروره Donc, troisième point, on a vu le premier point, le deuxième point c'était apparition et évolution du marketing, et maintenant le troisième point c'est les concepts clés du marketing. Besoin, désir et demande. Donc, le besoin. Le besoin, c'est exactement ce que vous avez étudié en introduction à l'économie. C'est un sentiment de manque, c'est un sentiment de privation que l'individu cherche à satisfaire à travers un bien. D'accord? Les besoins présentent un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord, c'est un état de tension. Ça veut dire, c'est pas un état confortable. Un besoin, lorsqu'on exprime un besoin, c'est pas confortable. C'est lorsqu'on le satisfait qu'on ressent le confort. Donc c'est une tension. C'est une tension soit innée, soit acquise. Ça veut dire quoi? C'est une tension innée. C'est-à-dire qu'on naît avec cette tension, comme par exemple le besoin de se nourrir. On n'apprend pas à manger. Dès la naissance, on exprime le besoin, donc c'est inné. Acquise au cours de la vie, de la tension acquise au cours de la vie, ça veut dire qu'on l'acquiert à travers la vie, comme par exemple les besoins sociaux, le besoin d'appartenance à un groupe d'amis. On l'acquiert à travers l'expérience, à travers la vie. Le besoin évolue à travers le temps, donc le même besoin se développe, si vous voulez. Le besoin de communication. Il y a quelques années, il y a un certain nombre d'années, ce n'est pas le même besoin de communication aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pressé, on souhaite communiquer très très rapidement. Auparavant, au début, il n'y avait que la communication à travers les pigeons, la communication à travers, bien sûr, à travers le déplacement. Par la suite, il y avait le téléphone fixe. Et maintenant, c'est le téléphone mobile, le Facebook, l'Instagram, etc. C'est la communication momentanée. Et le besoin, bien sûr, de communication, on voit qu'il se développe et qu'il évolue à travers le temps. Le besoin varie d'un pays à un autre. Lorsque je parle de la variation d'un pays à un autre, ça veut dire la structure de besoin. Et en fonction du degré de développement. Si par exemple, les gens ou bien les individus appartenant à des pays en voie de développement ont la structure de besoins à prédominance des besoins humains, les pays développés ont une structure de besoins dont prédominent les besoins tertiaires. Donc ce n'est pas la même structure. C'est ce que je veux dire ici par elle varie d'un pays à un autre et d'un niveau et dépend du degré de développement. Et les besoins sont préexistants dans un lieu et une époque donnée. Ils sont préexistants. Ça veut dire que les besoins sont là. Les besoins, on ne crée pas les besoins. On ne crée pas les besoins. Les besoins sont déjà là. Ce qu'on crée, c'est les désirs. On a besoin de manger. On a besoin de communiquer. Donc les besoins sont préexistants. Parce qu'il y a une confusion. Certains disent qu'on crée les besoins. Non, on ne crée pas les besoins. Ce qu'on crée, on crée les désirs. Alors je m'arrête à ce niveau-là et à la semaine prochaine.